Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où, après avoir traversé de nombreuses dimensions, je pense qu'on a réussi à transformer Marie en Lynchhead. Même si je sais pas si je suis très légitime vu que j'ai rien vu d'autre de Lynch. Salut, moi c'est Marie et ça va beaucoup me manquer en fait de regarder Twin Peaks toutes les semaines. Oh, bah oui, moi aussi je suis triste. Et moi c'est Anaïs et on est en quelle année ? What year is this? Bonne question. C'est presque le dernier épisode de cette saison d'Amis, puisqu'on a vu les 2 derniers épisodes de Twin Peaks The Return. Ne vous inquiétez pas, on aura aussi un petit bilan qui arrive la semaine prochaine. Mais c'est dans cet épisode qu'on va parler de la toute fin de la série. Ce qui veut dire que Marie, tu as enfin découvert une des fins les plus mémorables de l'histoire du petit écran. C'est ça la fin ? C'est sûr que je vais m'en souvenir. Bon, qu'est-ce que ça fait d'être arrivé au bout de ce périple ? Déjà, la meilleure chose, c'est que je peux enfin suivre Kyle MacLachlan sur Instagram. C'est clair. Donc tu l'as fait ou pas ? Ouais, je l'ai fait, littéralement dans l'heure après avoir fini la série, parce que j'avais tellement hâte. Est-ce que t'en as pour ton argent ? Oui, il est vraiment très très bon sur Instagram. Qu'est-ce que ça fait sinon j'ai du mal à y croire. La semaine dernière, t'as eu vraiment tout ce dont tu rêvais. Tu as eu le retour de Cooper. Et donc, pour ces 2 derniers épisodes, tu avais des attentes qui n'ont pas été tout à fait comblées. Moi, j'aimais bien quand il disait I am the FBI et j'aimerais bien qu'on en finisse sur ça. J'aimerais bien qu'on nous fasse du fanservice jusqu'au bout, là. Moi, j'aimerais bien juste qu'il aille, au diner et qu'il prenne une petite tarte et tout, quoi. On passe à autre chose, tu vois. Le tout dernier. Oh, bon, j'espère que ça va être un petit peu plus terre à terre, là. Waouh. Eh bien non. Oups. Mais avant de plonger en détail dans ce final très singulier, Marie, on va écouter tes prédictions de la semaine dernière. Précédemment dans Annie. Ce que je vois se dessiner là, c'est qu'il y a 2 camps qui vont s'opposer. Mais en fait, Bad Coop, il est plus ou moins tout seul maintenant parce que tout le monde est mort. Mais je pense que Cooper va retourner à Twin Peaks. J'ai l'impression qu'il nous en a presque trop donné. Là, David Lynch, il nous a fait trop plaisir, donc il va falloir qu'il nous fasse un peu de mal. Et ça, j'ai très peur. Mais je pense qu'on va découvrir que Naido est en réalité Diane. Je pense qu'il va falloir ouvrir un peu tous les portails vers toutes les dimensions pour essayer de rétablir les choses et qu'il va y avoir une grande bataille un peu entre Bad Coop et les forces du bien et j'espère que l'amour l'emportera. J'avais pas totalement tort, mais j'avais pas totalement raison non plus. L'amour ne l'a peut-être pas emporté. C'est bien parce qu'on reproduit juste les mêmes schémas qu'à la fin de la saison 2. C'est génial. Et t'es quand même, encore une fois, un peu tombée dans le panneau. Oui, totalement. Marie, en 30 secondes, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé dans ces 2 derniers épisodes ? Et vraiment, si tu peux m'expliquer, ça m'arrangerait beaucoup. Bad Cooper est enfin éliminé par l'anglais avec le gant en caoutchouc. Dans une scène complètement what the fuck. Naido était bien Diane et elle se transforme. Et Diane et Cooper prouvent qu'ils sont le couple ultime de Twin Peaks. Et ensuite, Diane et Cooper partent dans une aventure, un road trip où ils partent dans une autre dimension où en fait, Cooper a envoyé Laura Palmer parce qu'il est retourné dans le temps. Il a fait un petit retour vers le futur pour sauver Laura Palmer, mais du coup, elle est passée dans cette autre dimension. C'est ce que j'ai compris. Hein. Et en fait, il va la chercher pour la ramener à sa mère, parce que j'imagine que sa mère va pas très bien sans elle, d'ailleurs on le voit un peu. Et en fait, Laura se souvient de rien. Et là, Marie est en train de froncer les sourcils. C'est le moment où ça se complique. Laura ne se souvient de rien. Dans cette dimension, il s'appelle Richard et Diane s'appelle Linda. Et Laura, quand il la ramène à Twin Peaks, se souvient de rien jusqu'à la dernière seconde, où en fait, face à la maison qui n'est plus habitée par sa mère, elle se met à hurler et lui demande avant dans quelle année on est. Bravo. Voilà. Est-ce que tu as des questions sur ce que tu viens de voir ? Pourquoi ? C'est ma seule question. Et en quelle année on est en fait ? C'est vrai. Voilà. Bonne question.
Bon, tu en as parlé, il y a le final showdown au commissariat entre effectivement Bob et plein d'autres personnes qui sont là, y compris les frères Mitchum. Qui comprennent pas trop ce qu'ils foutent là pour être Voilà. honnête. Tout le monde se retrouve au commissariat et ça commence avec Bad Coop qui est envoyé par le Major Briggs et Philip Jeffries et le fireman devant le commissariat de Twin Peaks. Il comprend pas trop pourquoi on l'a envoyé là, mais il y va. Et au début, tout le monde pense que c'est le vrai Cooper, ce qui est un petit peu anxiogène. Oui, surtout j'avais peur qu'il fasse du mal aux gens. Bah oui, parce qu'il est hyper menaçant et il est particulièrement dégueulasse dans ces scènes. Et on a un moment que je trouve quand même assez gratifiant puisque tous ces épisodes plus tard, Lucy a enfin appris à comprendre le fonctionnement des téléphones portables. Twin Peaks Sheriff Station, this is Lucy speaking. Sheriff Truman, Yes, Lucy. there's a phone call for you on line 2, the blinking light. It's a very important phone call, Sheriff. All right, Lucy. Elle comprend que le bon couple n'est pas celui qui est dans le commissariat, mais que c'est celui qu'elle a au téléphone. Et donc, c'est elle qui tue Bad Coop, en fait. Oui, bah grand moment pour Lucy. Ouais. Tout ça pour ça. Et franchement, je me demandais un peu pourquoi elle était encore là, même si elle pouvait être divertissante par moment. Mais là, bah c'est un beau moment. Bah voilà, tu vois. Et le fait qu'ils aient planté la graine tous ces épisodes auparavant, je trouve Oui. ça assez fabuleux. Mais je pense pas qu'elle va s'en remettre de sitôt, ceci dit. Elle a l'air un peu secouée après. C'est clair. Du coup, Bad Coop est à terre puisqu'il s'est fait tirer dessus, mais c'est pas vraiment fini puisque comme quand il s'était fait tirer dessus par Ray, il y a les petits bonhommes qui arrivent et qui commencent à le recouvrir de sang. Ouais, c'est hyper fun, on adore. Et il y a la boule avec Bob dans la boule qui sort de son ventre. Je me demande s'il y a encore des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas vu la série. Et si c'est le cas, bah, déjà, merci pour votre fidélité. C'est clair. Écrivez-nous. Et puis aussi, bah, désolé. Et pourquoi? Donc voilà, donc il y a en fait une bataille entre Bob et Freddy, puisque le bon couple arrive. Il connaît l'existence de Freddy. On sent que pendant qu'il était dans la loge tout ce temps, en fait, il a appris un petit peu plein de choses. Ouais, Et donc là, tout de suite, il dit Freddy, mec, il faut que tu tues Bob. c'est showtime, quoi. Voilà. Et donc là, il y a cet affrontement effectivement assez absurde entre Freddy qui donne des coups de poing dans l'air et la boule qui contient Bob. Et Freddy finit par gagner. Oui, et ce que je me suis dit, c'est que quand même, Freddy, pour en arriver là, il a fallu plein d'éléments qui sont enchaînés. Déjà, il a fallu qu'il saute sur des boîtes en carton en Angleterre et qu'il arrive chez le fireman. Il a fallu qu'il récupère son gant en caoutchouc et qu'il arrive à Twin Peaks. Mais il a surtout fallu qu'il travaille avec James et que James ait toujours des histoires d'amour de merde pour qu'ils se retrouvent tous les deux au commissariat au bon moment, quand même. Bah ouais. Non, mais vraiment, c'était sa destinée, tu vois. C'est ça. Et c'était aussi la destinée de James, visiblement. Et c'était particulièrement bien écrit par Mark Frost. Bravo. Oui, voilà. Et James a toujours... il essaye un peu de serrer Naido, je crois, à un moment. Mais il n'y arrive pas trop. Il sert toujours à rien. Ouais, il jusqu'à est la toujours fin. sur les bons plans, lui. Petit fun fact sur cette scène de bataille, on en parle comme si c'était Avengers Endgame ou genre 300, mais en fait, c'est juste Freddy qui tape dans l'air, quoi. En gros, David Lynch a dit à l'acteur la veille, demain, on va te couvrir de sang et tu vas te battre contre une boule qui a la tête de Bob. Donc Jake Wardle a dit ok, super. Et la scène a été chorégraphiée en direct par David Lynch qui donnait des indications à l'acteur pendant qu'il filmait et lui disait dans son mégaphone « Il est au-dessus de toi, il est au-dessus de toi, frappe-le, maintenant il est en dessous de toi, refrappe-le. Il t'a fait tomber mais relève-toi, c'est pas grave. » Donc ça avait l'air d'être un peu comme un match de boxe. Et ils lui ont fait frapper la caméra à plusieurs reprises. Ils avaient rembourré la caméra pour pas qu'elle soit trop abîmée, mais il l'a quand même un petit peu cassée apparemment. C'est la force du gant, hein. Exactement. Qu'est-ce que t'as pensé de cette bataille avec Bob ? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. C'est assez kitsch, je dirais, au niveau visuel. C'est un parti pris. Je sais pas si j'aime ce parti pris, mais en même temps, j'aime le fait que ce soit un parti pris. Donc, et j'aime qu'il aille jusque-là, quoi. Puis c'est marrant parce que du coup, c'est de la façon la plus ridicule de se débarrasser de Bad Coop, qui a été le grand méchant. Il y a une espèce de comique un peu malicieux comme David Lynch en a le secret, apparemment. Oui, et puis en fait, c'est une résolution, c'est peut-être la résolution la plus linéaire de Twin Peaks The Return. Et donc elle arrive au début de l'épisode 17 et ça montre assez bien qu'au final, c'est pas vraiment ça l'intérêt de Twin Peaks The Return et c'est pas vraiment ça qui intéresse Frost et Lynch. C'est pas la résolution. Mais c'est ça qui m'intéressait moi. Je comprends, mais
c'est plutôt bien fait parce que tu as cette résolution, on te la donne, mais après, ils peuvent se permettre de partir dans quelque chose de beaucoup plus abstrait et existentiel et assez métaphysique sur la violence et la mort de Laura. Donc je trouve que c'est pas mal fait parce qu'il en donne un peu pour tout le monde. Il y a eu cette résolution hyper jouissive avec Cooper dans les épisodes précédents dont on a déjà parlé. Il y a cette résolution très factuelle, c'est bon, Bob a été éliminé. Et après, il y a toute la partie qui est beaucoup plus compliquée à expliquer en fait. Oui. D'ailleurs, on va commencer à rentrer dans les trucs un peu inexplicables. Pendant toute la scène post-bataille au commissariat, il y a ce moment un petit peu étrange où en fait le visage de Cooper, un plan du visage de Cooper, est mis en surimpression sur tout ce qui se passe dans les scènes. Et donc on a un peu ce visage en transparence qui est inexpressif de Cooper. D'ailleurs, c'était un petit peu surprise. Mais pourquoi il y a ce truc, cette superposition? C'est voulu, hein. Oui, effectivement, c'est voulu, mais je confirme que j'ai eu la même réaction quand j'ai vu l'épisode à l'époque. Comment tu interprètes ce plan un peu bizarre ? Mon interprétation initiale, qui est toujours la même maintenant, mais enfin bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'interprétation, honnêtement. Je pense qu'il faut juste accepter ça. Mais il a ce moment quand il voit Naido. Je suis tellement fière de toi. Cette superposition, cette surimpression a lieu quand il voit Naido, en fait. Et quand, je pense, il comprend qui est Naido. Et en fait, pendant tout le reste de la scène, il y a la surimpression jusqu'à ce qu'il se tourne à nouveau vers Naido, qu'elle se transforme en Diane et qui s'embrassent. Et là, la surimpression disparaît. Donc, c'est un peu comme si il évoluait dans le reste de la scène, tout en gardant en tête que le plus important, c'était ça, en fait. Now, there are some things that will change. The past dictates the future. Donc pour moi, c'était un peu un rappel du fait que le plus crucial allait encore arriver et que lui-même était au courant et que tout ce qui se passait entre les deux, c'était juste un entre-deux avant de revenir à ça. Bon, sauf le problème, c'est qu'après, la surimpression réapparaît après le baiser. Donc j'étais là, bon, bah d'accord. Ouais, c'est ça. C'est un peu difficile à comprendre et je suis d'accord. Je pense que, en tout cas, il n'y a pas une explication A plus B technique qu'on peut donner, comme plein de choses dans la filmographie de Lynch. De toute façon, il ne voudra jamais l'expliquer. En fait, ce qui est le plus évident, c'est que quand on voit cette scène-là, on a l'impression que du coup, tout ce qu'on voit se passe dans l'imagination de Cooper. Ou en tout cas, ça crée une distance où on se demande si ce qu'on est en train de voir est réel, puisqu'on devient extrêmement conscient du fait qu'on est en train de visionner quelque chose. Ça nous sort un petit peu de la scène, tu vois. Et il y a certaines personnes qui ont pensé, notamment, je crois, une journaliste du New York Times pensait que du coup, tout ce qui s'était produit jusqu'à ce moment-là était dans l'imagination de Cooper. Et que c'était le moment où il sortait un petit peu de sa rêverie et que tout ce qui s'était produit avant, en fait, il était juste bloqué dans la Black Lodge et c'était ça qu'il imaginait, quoi. Donc il n'y a pas eu de Dougie ? Je suis pas d'accord avec ça. Ok, d'accord. Il y a eu un Dougie. Il y a un autre journaliste qui a écrit que on a l'impression que les personnages réalisent qu'ils sont des constructions de fiction. Et notamment, juste après, il y a Cooper qui dit à Gordon Cole et à Diane, on se voit au lever du rideau. See you at the curtain call. Et donc là, encore une fois, on a l'impression que ils sont en train de parler comme des acteurs et pas comme les personnages qu'ils sont en train d'incarner. Et ce qui est marrant dans ce moment de surimpression, c'est que la surimpression est hyper passive, quoi. Donc pas du tout en accord avec le Cooper que nous on connaît. Et d'ailleurs, on verra que le Cooper qu'on connaît nous disparaît progressivement au fil de l'épisode qui suit. Et donc, tu l'as dit, il y a aussi ce moment où Cooper retrouve la vraie Diane, qui effectivement était déguisée. Ou en tout cas camouflée dans Naido. D'ailleurs, t'avais pas remarqué, mais dans les épisodes précédents, je te regardais un peu en mode, oui, elle s'appelle Naido, parce qu'en fait, c'est un quasi-anagramme Naido et Diane. Oui, il y a juste un O. Et tu as été très contente de les voir s'embrasser. Oh. En vrai, il y avait un autre extrait après, mais j'avais trop honte de le mettre. Pourquoi ? Parce que je fais l'amour. Malheureusement, on n'a pas vraiment de retrouvailles prolongées. Ah non, c'est trop triste. Non mais ça, vraiment, c'est mon gros problème, quoi. Puisque Albert arrive, Gordon arrive, et on a quand même quelques micro-échanges où on voit que Cooper et Gordon, par exemple, sont très très contents de se retrouver. Très très content. Honnêtement, si je retrouve quelqu'un après 25 ans d'absence et que c'est ça les retrouvailles, je me dis pas, on est très très content de se retrouver. Oui, mais bon, ils sont un petit peu occupés. C'est-à-dire que Gordon Cole arrive au moment où ils viennent d'éliminer Bob. Mais effectivement, il vient à peine de
de se remettre de ses esprits, même quasiment pas, qu'il dit « je dois repartir ». Et moi, je trouve ça quand même très émouvant parce qu'il les regarde tous et c'est vrai que tout le monde est réuni au commissariat et il leur dit « j'espère que je vais vous revoir ». Et donc, c'est ce tout petit moment qu'on a avant que ça parte dans quelque chose de très sombre et très abstrait. Et effectivement, malheureusement, il va pas les revoir. Donc, c'est un petit peu triste. Il va revoir Diane quand même. Moi, ça m'a un peu attristée, disons, qu'on n'ait pas des vraies retrouvailles. Par exemple, Albert, il le calcule même pas. Et Albert mérite mieux que ça. Et puis j'étais là quand il a regardé tout le monde et il dit j'espère que je vais tous vous retrouver. Il y a Tammy au milieu, j'étais là, il la connaît même pas en fait. Donc bon, ok s'il veut. En même temps, il nous a tellement donné l'épisode précédent qu'évidemment, il allait pas nous donner autant dans cet épisode. Et donc, les retrouvailles avec Diane sont vraiment émouvantes. Cooper. The one and only. Do you remember everything? Yes. Mais les retrouvailles avec Gordon et Albert, que j'aurais aimé pleines d'effusion, ne le sont pas du tout. Ça m'a laissé un peu sur ma faim, j'étais un peu triste. Cooper part avec Gordon Cole et Diane. Il va dans le sous-sol de l'hôtel du Grand Nord et il ouvre une porte avec la clé de son ancienne chambre. C'est la porte où on avait entendu quand James était allé dans le sous-sol pour vérifier la chaudière. C'est la porte où il y avait ce bruit d'électricité. Voilà. Ça provenait de là. Donc c'était vraiment un passage vers un autre... Voilà. Et donc à ce moment-là, il leur dit « je vous retrouve au lever du rideau ». Et il part dans une autre dimension, sans doute vers la Black Lodge en fait, puisqu'il retrouve Mike, qui lui dit électricité, je sais pas quoi. Et ensuite, il va voir Philippe Teillier, qui lui permet de faire un voyage dans le temps. The date, February 23rd, 1989. I'll find it for you. It's slippery in here. Why not? Écoute, on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. On n'avait pas encore exploré ça, donc maintenant on l'explore. Voilà. Mais tu étais un petit peu confusionné devant les échanges entre Coop et Philippe Teillier. Ah oui, ça c'est sûr. Je comprends, mais alors rien du tout. Tu comprends, tout fait normal. Franchement, quand on a commencé ce podcast, je pensais qu'à chaque épisode, tu dirais « je comprends rien ». Et au final, tu l'as assez peu dit. Et au contraire, tu comprenais très très bien et tu prédisais même tout ce qui allait se passer. J'avoue que j'étais un petit peu rassurée quand tu as eu cette réaction à ce moment-là. Bah oui, je ne comprenais rien. Très clairement. Ensuite, il se passe quelque chose avec Laura qu'on va examiner en détail un peu plus tard. Et ensuite, Cooper retrouve Diane et ils partent tous les deux. On ne sait pas trop où. Mais en tout cas, leurs petites aventures à tous les deux t'ont beaucoup plu. Ils vont niquer. Ça, c'est très bien pour l'instant. Il en faut peu pour lui faire plaisir. Bah, c'est pas peu, c'est Laura Dern et Kyle MacLachlan qui sont en train de faire des choses devant la caméra. Parce qu'en gros, pour faire bref, ils traversent vers une autre dimension et ils se retrouvent dans un motel en pleine nuit et ils font crac-crac. Et c'est un peu bizarre. Oui, c'est très bizarre au final. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène ? J'étais très enthousiaste au début, comme on a pu l'entendre. Mais c'est vrai qu'en fait, la scène est assez étrange. Elle est très belle. En plus, la musique est magnifique. Puis on voit en fait le dos de Laura Dern. C'est vraiment très, très beau. Mais tout le long, en fait, Cooper la fixe d'une façon, disons que si on me fixait comme ça pendant l'acte, je ne serais pas très rassurée ou je me poserais des questions. Et en fait, elle finit par lui cacher le visage avec ses mains parce qu'elle ne veut pas le voir. Et le lendemain matin, elle lui laisse un mot et elle disparaît, en fait. Et donc, la scène est en même temps très belle. Il y a une notion de retrouvailles et d'accomplissement, mais il y a quelque chose de très étrange et un peu perturbant dedans. C'est aussi assez sombre parce qu'on a cette musique, mais qui est superposée avec une musique plus sombre, un petit peu anxiogène. Et donc on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, le visage de Diane, plus la scène progresse, plus elle a l'air très perturbée elle-même. Oui. Donc ça fait partie de ces scènes qui sont très poétiques et qu'on ne peut pas expliquer, encore une fois, de manière trop prosaïque. Mais ce qui est assez remarquable, effectivement, c'est qu'on le verra après, Cooper, à partir du moment où il traverse dans cette autre dimension, n'est plus vraiment le Cooper assez guiré qu'on connaît. On dirait que c'est un composite de Cooper, Bad Coop et Dougie, en fait. Et il y a plein de moments où il y a d'autres aspects de Cooper qui ressortent.
Et là, c'est vrai qu'il est très passif. Ça rappelle un petit peu la scène entre Dougie et Janie. Il y a un parallèle clair parce que c'est la même position, c'est-à-dire qu'elle le chevauche, quoi. Donc, Ouais. Je me souviens qu'à l'époque, je me suis tout de suite dit qu'on était en train d'assister d'une manière détournée au viol de Diane. Et je me suis dit tout de suite que c'était pour ça qu'elle avait l'air très perturbée pendant la scène, parce qu'elle revivait d'une certaine manière ce viol, puisque la dernière fois qu'elle avait été intime avec Coop, c'était Bad Coop. Et le fait qu'elle essaye de cacher son visage et que lui la fixe avec ce côté assez froid m'a vraiment tout de suite fait penser à ça. Je sais pas si toi, c'est un... J'avais pas pensé, mais oui. Ouais. Après, elle est dans le contrôle. C'est elle qui contrôle la situation, au contraire. Mais oui, c'est bien vu. Ça me fait penser à Elle de Paul Verhoeven, où il y a aussi une scène comme ça, où une personne qui a été violée recouche ensuite volontairement avec son violeur, et il y a ce côté effectivement de reprendre le pouvoir, mais en même temps de pas tout à fait maîtriser ce à quoi on est en train de s'exposer, et j'ai l'impression que cette scène peut être lue comme ça. Je me suis demandé aussi si c'était une étape obligatoire, parce qu'ils réservent la chambre de motel, et quand ils arrivent dans la chambre, ils disent et maintenant on fait quoi? Tu viens vers moi. What do we do now? You come over here to me. Oui, c'est méthodique. Voilà, c'est comme s'il y avait des étapes à franchir et comme si c'était quelque chose qu'ils devaient faire ensemble pour une raison ou pour une autre. Et donc, ça m'a un peu surprise par rapport à ça aussi parce que c'est pas organique. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on pourrait aussi le ramener à cette analyse de on est en train d'observer des acteurs qui sont conscients qu'ils sont en train de jouer. C'est-à-dire que là, on a limite un truc un peu méta où elle dit « Et maintenant, on fait quoi ? On va faire ça. » Mais en même temps, on n'est pas dans la scène avec eux. On est complètement à distance, quoi. Ce que Laura Dern en a dit de cette scène, c'est que c'était une des plus difficiles à tourner. Pas à cause de la nudité ou quoi que ce soit, mais vraiment à cause de l'intensité des émotions que ressent Diane. Et au moment où ils l'ont tourné, Lynch n'avait pas apparemment une idée définitive de ce qu'il voulait en faire. Et comme d'habitude, elle n'a pas eu d'indication ou d'explication sur pourquoi elle était censée réagir comme ça. Mais elle dit « Diane est le véritable amour de Cooper parce qu'elle comprend la division en lui contre laquelle il se bat et elle en a été directement la victime. » La scène est troublante parce que Diane sait qu'ils ne seront plus jamais innocents. Je ne sais pas quelle était l'intention de David, mais c'est comme ça que je perçois cette scène. C'est marrant parce que justement, l'histoire entre Cooper et Diane, c'est comme ça que tu la vis à la fin. En plus, ils ont traversé les mêmes choses, c'est-à-dire qu'elle a été, elle aussi, mise dans une autre dimension, qu'elle a eu son intimité violée, et puis son apparence imitée par un double qui n'avait pas les mêmes intentions. Et donc, on comprend qu'ils sont des âmes sœurs, quoi. Mais qu'en même temps, il y a quelque chose, c'est un peu des âmes sœurs maudites. Oui, ils se sont un petit peu ratés aussi, c'est-à-dire que déjà, lui, il a fait énormément souffrir quand il était Bad Coop, et ils ont passé beaucoup d'années à passer à côté de ça, justement, et maintenant qu'ils se retrouvent, ils seront plus comme avant, quoi. Oui, et puis même, en fait, il y a peut-être un commentaire un peu méta sur le fait qu'on les a ratés, nous aussi, c'est-à-dire que leur histoire, on l'a jamais vue directement dans la série, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé entre eux jusqu'à maintenant, c'est passé hors champ, sauf les moments où on le voyait enregistrer des mémos vocaux et on savait même pas si elle existait ou si elle avait 95 ans, quoi. Donc il y a quelque chose aussi là-dessus. Je sais pas si tu as remarqué, mais Lynch joue quand même sur cet aspect un petit peu dérangeant aussi avec ce choix de musique, parce que c'est une très belle chanson, mais on l'a déjà entendue dans Twin Peaks The Return, et on l'a entendue au moment où le Woodsman débarque dans la station de radio. Ah oui, c'est vrai. Voilà, avant de péter des crânes à tout va. Il y a quand même une histoire un petit peu sombre avec ce choix musical, et tout de suite, ça nous reconditionne inconsciemment pour comprendre qu'il y a quelque chose de louche quand même. D'ailleurs, il y a d'autres trucs louches. Juste avant le moment où ils rentrent dans le motel, Diane se voit elle-même. Oui. Comment tu comprends ça, toi ? J'ai pas compris. Mais c'est un peu comme ce que tu disais par rapport à l'identité, la dualité de Cooper. Maintenant, il a cette dualité en lui aussi. Elle aussi a eu une dualité. Et je pense pas que ce soit un hasard qu'elle se voit elle-même. Et c'est un peu comme si, en plus, la Diane qu'elle voit la regarde et c'est presque comme un avertissement ou parce qu'on sent une hésitation. Et donc, c'est un rappel aussi de celle qu'elle a été ou de l'autre Diane qui a existé et des conséquences peut-être des actions de Bad Coop, je sais pas. Sachant qu'on découvre aussi que Richard et Linda, le fameux mystère, c'était en fait Diane et Cooper. Dear Richard. Richard. When you read this, I'll be gone. Please don't try to find me. I don't recognize you anymore. Sorry, whatever it was we had together is over. Linda.
dans cette autre dimension, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont pas tout à fait eux, ou en tout cas qu'ils se comportent pas exactement comme on s'attendait à ce qu'ils se comportent. D'ailleurs, Diane aussi, quand elle voit son double dans le parking du motel, elle a pas l'air particulièrement surprise. Elle a un côté un peu froid aussi dans sa manière d'être. Et un truc que j'ai remarqué au bout du 48 000e visionnage, c'est que au moment où ils s'apprêtent à coucher ensemble, Cooper lui dit Diane et elle le fixe et elle répond pas. Et donc, je me suis demandé si, en fait, au moment où elle voit cette autre Diane dans le motel, s'il n'y a pas eu une inversion et si c'est pas l'autre, en fait, la Diane que nous, on connaît, tu vois. Ah. C'est marrant parce que lui, quand il lit la lettre qu'elle lui laisse en disant Richard, il dit Richard. Oui, il a pas l'air de comprendre. Ouais. Oui, voilà, mais en même temps, on sent que ça lui évoque quelque chose parce qu'il y avait le fireman qui lui avait dit Richard et Linda, n'oublie pas. Et quand il dit Linda à la fin, il répète Linda et il a l'air aussi intrigué, quoi. Comme toi, quand tu as regardé cet épisode, tu étais là. Oui, non, mais c'est ça. Mais en même temps, ça te dit quand même qu'il y a un reste de Cooper. Il se considère pas lui-même comme Richard dans cette histoire, en fait. Il y a aussi un autre truc bizarre qui montre qu'il y a peut-être eu un switch, en fait, ou une inversion de certains personnages. C'est que quand il se réveille le lendemain matin, bon, déjà, voilà, il a été quitté pas par Diane, mais par Linda. Et quand il sort du motel, c'est plus le même motel et la voiture n'est plus garée au même endroit. Ah, j'avais pas remarqué. Ouais. Et d'ailleurs, il a un petit moment d'hésitation où il regarde sur le parking. Il sait pas trop où il est et le motel, ça a pas l'air d'être exactement le même. Il y a l'air d'y avoir un étage alors qu'il y en avait pas la nuit. Et la voiture est plus au même endroit. Donc on se dit, est-ce qu'en fait, pendant la nuit, il y a eu... Enfin, lui a été envoyé dans une autre dimension encore que celle où il était la veille et où du coup, Diane n'est plus là. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il s'est passé des choses. Il y a un personnage qui est central dans ces 2 derniers épisodes, c'est Laura Palmer. Tu avais été un tout petit peu spoilée pendant notre interview avec Pierre Buffin et Stéphane Vogel la semaine dernière, puisque avant que tu arrives, je leur avais dit surtout ne mentionnez pas Laura dans les derniers épisodes. Et ils ont quand même mentionné Laura à un moment dans notre conversation. Et donc tu savais un petit peu déjà que tu verrais Laura dans le final. Oui, mais je pensais que je la verrais 3 secondes dans la Black Lodge. En fait, j'avais pas du tout compris que ce serait un élément aussi central de l'intrigue. On va la voir à 2 reprises et dans 2 incarnations différentes. J'ai trouvé ça assez émouvant à l'époque de découvrir que ces 2 derniers épisodes étaient très focalisés sur Laura. On en a parlé des milliards de fois dans ce podcast, mais je trouve que Mark Frost et David Lynch ont vraiment réussi ce pari d'avoir démarré une série en 1990 avec le cadavre d'une jeune fille et en fait de ne jamais avoir oublié que tout partait d'elle. Et donc, dans l'épisode 17, Cooper, après avoir vu Philip Teyer Jeffries, est envoyé en 1989, la nuit de la mort de Laura. Juste avant qu'elle meure, on voit des scènes de Firewalk With Me, puisqu'on la voit partir dans la forêt avec James, se disputer avec lui. À un moment, elle lui fait un doigt d'honneur. C'était très marrant dans Firewalk With Me, ça l'est toujours. On la voit crier, et c'était une scène qu'on voyait dans Firewalk With Me, sauf que là, il y a une explication à son cri, puisqu'elle aperçoit Cooper, en fait. Donc, il y a un petit côté retour vers le futur. Je crois que ça t'a plutôt plu. Est-ce qu'il va arrêter le meurtre et changer toute la face du futur parce qu'il faut passer par le passé pour déterminer le futur et du coup en fait il sera jamais à la Twin Peaks. En fait c'était un voyage dans le temps. C'est comme Captain America quoi. Et Retour vers le futur. Je sais pas si ça m'a plu, enfin je sais pas, j'étais maintenant on voyage dans le temps en fait. Et puis en plus les voyages dans le temps me fatiguent en général parce qu'il y a tellement de choses. C'est fatigant et puis en plus ça me prend la tête parce que comme tu le sais j'essaie de comprendre tout et du coup dans les... Là, ça faisait de la fumée quoi. Ouais non puis dans les films de voyage dans le temps mais en même temps il n'y a pas cet impact dans celui-là parce qu'on ne voit pas en fait comment ça a changé le futur. C'est-à-dire que ça fait de la fumée de mon cerveau si je commence à imaginer ce qu'est Twin Peaks aujourd'hui dans cette nouvelle réalité. Mais là, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on passe sur autre chose après, il va dans une autre dimension. Mais c'est vrai que j'étais déjà en train de m'imaginer, j'étais là, mais ça veut dire qu'il ne va jamais aller à Twin Peaks parce qu'il n'a jamais enquêté sur ce meurtre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais dans un espèce de tourbillon parce que quand je regarde Retour vers le futur j'étais mais comment ça peut fonctionner parce que là c'est pareil pour tous les films sur les voyages dans le temps, ça me prend énormément la tête parce que j'ai envie de faire des schémas pour essayer de comprendre les implications de tout. Et en fait, ça ne tient jamais vraiment la route, hein, mais bon. Bah ouais, c'est ça. Mais du coup, je pense que on pouvait pas avoir meilleure œuvre que Twin Peaks The Return pour s'y attaquer parce que justement, on n'a pas besoin de trop rentrer dans les détails parce qu'on sait que tout ne fonctionnera jamais
parfaitement bien. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dises qu'on voit pas trop les implications, parce que pour moi, tout ce qui se passe après, c'est les implications de ce qui se passe dans cette scène-là. Oui, bien sûr, mais en même temps, c'est pas des implications comme tu le vois d'habitude dans des films de voyage dans le temps. C'est-à-dire que ce que tu verrais dans un film traditionnel et ce à quoi je m'attendais en voyant ces scènes, c'est que tu vois comment la réalité a été altérée par cette décision et ce changement dans le temps, dans le passé. Là, au niveau de Cooper, on ne voit pas vraiment comment la réalité a été altérée, parce qu'on le voit après partir dans cette autre direction, mais on voit pas sa vie ou quel chemin il a pu prendre en n'allant pas à Twin Peaks. D'ailleurs, peut-être qu'il y a un autre Cooper, du coup, vu qu'il a changé ça, il y a un autre Cooper qui vit sa life et qui va hyper bien. Vu que c'est l'autre Cooper qui est revenu dans le passé pour la sauver, ça veut dire que le Cooper jeune a pris une autre direction. Peut-être. Mais dans un truc sur le futur, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il n'existerait plus après dans le passé. Mais enfin bon, tu vois, mais c'est pour ça que j'aime pas ça. Et toi, t'en as pensé quoi de ce voyage dans le passé? Je sais pas si t'as remarqué quand on l'a regardé ensemble, mais moi, ça m'émeut vraiment, en fait. Enfin, je me suis mise à pleurer. Je trouve ça vraiment bouleversant, parce que le fait que, justement, après toutes ces aventures et toutes ces péripéties, on revienne non seulement à Laura, mais au fait que Cooper, qui avait résolu l'affaire à l'époque, décide de la sauver et donc d'altérer effectivement le passé qui dicte le futur. Je trouve ça très très beau. Forcément, maintenant, je pense à Once Upon a Time in Hollywood avec le destin de Sharon Tate. Et là, en fait, cette scène où il lui tend la main à Laura dans les bois, qu'elle est en larmes et qu'il y a Ronette Pulaski et Jacques Renaud et je sais pas qui sont en train de l'attendre dans la forêt et qu'en fait, elle lui dit « Vous êtes qui ?» et ils se sont croisés que en rêve. Et là, en fait, il vient la sauver. Je trouve ça hyper beau, et ce qui m'émeut vraiment beaucoup, c'est qu'après, on voit pour le coup les conséquences, c'est-à-dire qu'on voit le pilote de Twin Peaks et son cadavre n'est plus là. Et donc, Pete part à la pêche et c'est une journée normale. Laura Palmer n'a pas été retrouvée morte ce matin-là, et ça, je trouve ça vraiment bouleversant avec la musique de l'époque. Après, Josie est sûrement toujours une poignée de porte. C'est ça. À l'époque, on ne savait pas s'il y avait eu une vraie conséquence ou pas. Moi, ce que je comprends, c'est que malheureusement, il essaye de la sauver, mais ça a un impact, et l'impact, c'est que Laura disparaît. Il n'arrive pas à la sauver totalement, il échoue, et donc elle ne meurt pas, mais elle n'est pas non plus sauvée. Et donc, ça crée cette nouvelle dimension qu'on voit après au Laura et Carrie Page, parce qu'il n'a pas totalement rempli son objectif, ce qui expliquerait aussi pourquoi on voit après Sarah Palmer s'énerver sur la photo de Laura, parce qu'en fait, ça a créé un peu un bordel dans l'espace-temps, quoi. Oui, et puis on comprend, en fait, après, bon, c'est ce que j'ai compris, en tout cas, dans la scène avec Sarah Palmer, c'est qu'on voit la maison de Sarah Palmer, et il n'y a rien qui a changé par rapport à ce qu'on voyait dans The Return, c'est-à-dire que tu as toujours les cendriers remplis de cigarettes, tu sens qu'elle vit une vie assez déprimante et horrible, et elle s'énerve contre le portrait de sa fille, donc elle la tient pour responsable de cette réalité-là, quoi. Il y a eu une confirmation a posteriori, puisque Mark Frost a sorti Twin Peaks The Final Dossier, dans lequel Tammy recoupe un peu plein d'éléments de l'enquête juste après tout ce qu'on voit dans The Return. La brave Tammy. Voilà. Et elle découvre des choses assez bizarres. Mais alors, attends, comment... C'est ça le problème avec les voyages dans le temps. Je suis désolée. Comment est-ce que Tammy pourrait enquêter sur ce qui s'est passé, puisque plus rien de ce qui s'est passé ne s'est passé, vu qu'il a changé le passé? En gros, si, voilà ce qui s'est passé. Tammy commence à enquêter, elle lit les vieux trucs des gazettes de l'époque, et elle lit que l'agent Cooper est venu à Twin Peaks pour aider à enquêter sur la disparition, toujours non résolue, de Laura Palmer. Mais tu vois, au tout début, je pensais la disparition ou le meurtre. J'avais un peu... Trop forte. Donc, en fait, au moment où Tammy, toutes ces années plus tard, est en train de lire dessus, la disparition de Laura Palmer n'a jamais été élucidée. Il n'y a aucune mention nulle part de meurtre, de ce que Leland aurait pu lui faire, par exemple. Et ce qu'elle découvre, c'est que Leland Palmer s'est suicidé 1 an après la disparition de Laura, et que la mère de Laura, elle, est tombée dans une dépression profonde et a des problèmes d'alcoolisme et de drogue. Donc en fait, on se rend compte qu'au final, le destin de Sarah Palmer est le même. Par contre, le destin de sa fille, lui, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais elle a disparu, elle s'est évaporée, quoi. Et donc, Carrie Page est peut-être le résultat de ça. Le destin de sa mère est le même, mais elle n'a pas la culpabilité, elle a que la colère. C'est ça. Et oui, parce qu'ensuite,
comme Cooper n'a pas réussi à sauver Laura, c'est à ce moment-là qu'il retrouve Diane dans l'épisode 18 et qu'ils décident tous les deux de traverser dans cette dimension. Il se fait larguer par Linda/Diane. Et ensuite, il semble quand même savoir où il va, puisqu'il s'arrête à un diner qui s'appelle Judy's. Voilà. Donc, il comprend qu'il est sans doute censé s'arrêter là. Et il n'y a pas Laura, mais il demande s'il y a une autre serveuse qui travaille à ce diner d'habitude. On lui dit que oui, mais qu'elle n'est pas là. Et quand il va à son adresse, c'est Cheryl Lee, qui dit ne pas du tout savoir qui est Laura Palmer, qui s'appelle Carrie Page et qui a un accent du Sud puisque c'est à Odessa, au Texas. Mais on comprend quand même qu'il y a quelque chose d'un petit peu louche parce que quand il lui dit « votre père s'appelait Leland et votre mère s'appelle Sarah », elle a l'air quand même un peu flippée. Donc on comprend que... Ou en tout cas, elle bug sur Sarah. Elle Ouais. répète Sarah et elle a un air un peu intrigué. Et donc, il lui dit « je veux vous ramener chez votre mère, je pense que vous êtes une fille qui s'appelle Laura Palmer ». Ce qui est intéressant aussi, il lui dit une fille, pas une femme. Et je veux vous ramener chez vous, à Twin Peaks. Et donc, il l'embarque pour un long road trip. Bon, d'abord, elle a un cadavre quand même chez elle. Là. Ouais. Elle lui dit, bon, d'habitude, je t'aurais claqué la porte au nez, mais là, je vais venir parce qu'il faut que je parte de cette ville. Et en fait, pendant qu'il l'attend, pendant qu'elle fait ses valises, avec beaucoup d'enthousiasme, parce Ouais. qu'elle demande si elle a besoin de prendre un manteau et tout. Il y a C'est le ça. cadavre d'un homme qu'elle a visiblement tué dans son salon, mais dont elle ne parle même pas. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a vu dans une scène précédente dans le diner et dans toutes les scènes, en fait, dans cette dimension-là, ce Cooper qui se comporte pas exactement comme on pourrait s'y attendre, parce que déjà, il boit du café au diner, il a aucune réaction, il est un petit peu froid. Et là, par exemple, il est pas du tout interpellé par le fait qu'elle ait un cadavre chez elle, alors qu'il est quand même un agent du FBI. Il pose pas de questions, il lui dit « Ok, viens, c'est pas grave, quoi ». Et donc, il roule jusqu'à Twin Peaks, jusqu'à la maison de Laura et Sarah Palmer, et c'est là que se termine la série. Qu'est-ce que tu comprends de tout ça, de Carrie Page versus Laura Palmer, un peu du micmac qu'il y a, où on comprend que même eux, ils se sont peut-être trompés de dimension. J'ai l'impression que le plus longtemps tu restes dans cette dimension, plus tu oublies d'où tu viens, si tu viens d'une autre dimension. Mhm. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Carrie Page est Laura, qui est arrivée dans cette dimension, mais qu'au fil des années, elle a complètement oublié qu'elle était Laura, et c'est pour ça que ça lui évoque quand même des choses, et c'est pour ça, à mon avis, qu'elle crie à la fin. Et je pense aussi que Cooper, en traversant, on l'a dit, devient de plus en plus étranger à celui qu'il était. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il oublie de repartir dans l'autre dimension. Parce que quand il est sur la route, il faut repartir dans l'autre dimension à un moment. Il avait traversé une dimension pour être là. C'est pour ça que dans la maison, il n'y a pas la bonne personne. C'est vrai que tu as dit ça pendant qu'on le regardait, et je me suis dit, j'avais jamais pensé, parce que moi, quand j'ai vu l'épisode à l'époque, je me suis pas dit ça, parce que je me suis dit, comme dans leur dimension initiale, il a un peu fait une boulette de l'espace-temps où il a essayé de la sauver et ça a supprimé Laura. C'est de toute façon pas dans cette dimension-là qu'il va essayer de fixer les choses, mais dans l'autre dimension où elle a... Non, dans l'autre dimension, il n'y a pas Sarah Palmer. Pour juste préciser pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, quand ils arrivent à la maison, parce qu'ils ramènent Laura à la maison donc des Palmer, et quand il arrive, c'est une femme qui n'est pas du tout Sarah Palmer qui ouvre, et quand il lui demande, il lui dit « Vous n'êtes pas Sarah Palmer ?» Elle dit non, et quelqu'un vous a vendu la maison, qui c'était ? Ah, c'était pas Sarah Palmer, donc elle connaît personne du nom de Sarah Palmer qui aurait vécu là. I'm Special Agent Dale Cooper. Is Sarah Palmer here? Who? Sarah Palmer. No, there's no one here by that name. Et moi, en fait, j'étais là, mais c'est pas possible. À un moment, j'attendais, en fait, pendant le road trip de Odessa vers Twin Peaks, qu'il repasse par l'endroit où il était passé pour repasser dans la bonne dimension. Si elle est partie dans une autre dimension, il faut qu'il la ramène dans la bonne dimension où il y a encore sa mère. Quand tu le dis, ça me paraît logique, mais je m'étais jamais... Enfin, pour moi, c'était pas du tout un problème quand j'avais vu les épisodes au début. C'est pour ça que j'étais frustrée, parce que quand on arrivait à la maison, j'étais mais ils ont pas retraversé la dimension, et dès que j'ai vu que c'était la mauvaise femme, j'étais là, évidemment que c'est la mauvaise femme, vous êtes pas dans la bonne dimension, quoi. Après, je pense qu'on part dans des considérations... De toute façon, on n'arrivera jamais à résoudre ce problème-là. Pour moi, comme elle a disparu dans l'autre dimension, c'était un truc où je me disais... Enfin, tu vois, c'est la magie de la télé, quoi. C'est que peut-être qu'au moment où elle va arriver devant la maison, ça va tout mettre dans l'ordre et elle pourra re-atterrir dans la bonne dimension. Non, tu vois. il y a des Who knows. portails très précis où il faut aller à des nombres de kilomètres précis. Et le problème, c'est que je pense que plus il est dans cette dimension, plus il oublie ces détails-là. Et que du coup, il n'est pas capable de repasser dans la dimension. Et donc, il est bloqué. Et c'est pour ça qu'il dit en quelle année on est et tout ça, parce qu'il est dans un autre. Mais c'est pas dans quelle année on est. C'est très logique ce que tu dis. C'est pas en quelle année on est, c'est dans quelle dimension on est. Oui, potentiellement. Je sais pas, pour moi, c'était évident. Mais en même temps, peut-être que je suis complètement à la ramasse. Je n'avais jamais vu cet argument avancer nulle part. Donc, ah bon ouais. Et même en voyant l'épisode, j'ai pas du tout pensé à ça. Enfin, je me suis pas dit, ah, mais ils sont bêtes, ils ont oublié de retraverser, tu vois. Enfin, ou alors, je me souviens pas d'avoir pensé ça.
Je suis perdue parce que je me dis, pour moi, c'est évident en fait dans le truc où il rentre dans cette dimension par un truc, il faut bien qu'il en ressorte pour aller dans la bonne dimension où il doit ramener Laura. Elle a disparu d'une dimension. Il va dans une autre pour la retrouver et la chercher de là où elle était partie. Et il faut bien qu'il la ramène dans la bonne dimension pour la ramener à sa mère. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens, même quand je relis aujourd'hui les recaps et les critiques de l'époque, qui n'ont pas cherché à rentrer à ce point, tu vois, dans les détails techniques du voyage à travers les dimensions, etc. Parce que c'est une série de vibes, tu vois. Et je pense que j'ai plus rarement été confrontée à des gens qui ont regardé la série comme toi, même s'il y en a plein. Enfin, tu vois, il y en a plein qui ont mis des théories sur Reddit, etc. Mais je pense que moi, à l'époque, avec les gens autour de moi, on se laissait porter et du coup, on n'est pas rentré dans ces questions-là, tu vois. J'ai pas essayé de m'attarder sur des détails techniques. C'était vraiment un truc où j'attendais le passage dans l'autre dimension pour qu'il revienne, en fait. Ouais. Enfin, pour moi, c'était un truc qui devait se passer. Ouais, mais parce que je pense que ça illustre vraiment parfaitement la différence, tu vois, d'appréhension de la série qu'on a toutes les deux. Et je pense qu'il y a deux publics et que même s'il y a des passerelles entre les deux, qu'il y a plusieurs manières de voir la série, tu vois. Et que clairement, on l'a pas du tout vu de la même manière, mais je trouve ça du coup assez fascinant. Mais même, tu vois, par exemple, The Dreamer et le fait que ça pourrait être Cooper, etc. J'avais lu ça nulle part avant que t'en parles. Je pense aussi que t'es hyper perspicace, mais aussi parce que tu lis les trucs différemment de moi et d'autres personnes. Il y a forcément des gens qui ont pensé ça aussi. Bah sans doute, mais j'en avais pas vu. Enfin, j'avais pas lu ça, si tu veux, dans les recaps que j'ai lus à l'époque, etc. C'était pas un truc que j'avais lu. Si vous avez pensé ça aussi, dites-le moi, parce que j'ai l'impression d'être folle, en fait. Bon, dans tous les cas, moi, je tenais à dire qu'il y a quelque chose de très émouvant à voir Cheryl Lee et Kyle MacLachlan interagir et pas juste dans la Black Lodge comme on les a vus depuis le début de Twin Peaks. Surtout que, justement, elle a ce côté un peu enfantin. Carrie Page, quand elle va chercher son manteau, etc., elle a l'air un peu larguée. Et je trouve ça tellement beau, en fait, sachant le rapport qu'ils ont eu tous les deux, alors que c'est des personnages qui n'ont jamais interagi, de les voir là faire un road trip ensemble, je trouve ça très satisfaisant. Et donc, comme tu l'as dit, dans cette scène finale, ils arrivent devant la maison de Sarah Palmer, mais Sarah Palmer n'est pas là. Et par contre, la personne qui est là, c'est une madame Tremond, qui a acheté la maison à une madame Chalfont. Et les deux noms correspondent à la même personne dans la mythologie de Twin Peaks. C'est la dame qui fait partie des esprits de la Black Lodge, en fait, à qui Donna avait rendu visite pour Meals on Wheels. Ah, ouais. C'est la dame ? Ouais. C'est son nom ? Oui. D'accord. Sauf que là, c'est pas la même personne. Fun fact, là, c'est l'actrice, en fait, n'est pas une actrice, c'est la vraie propriétaire de la vraie maison. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'elle savait pas jouer, je me disais aussi. Elle était pas très... Mais Madame Tremond / Chalfont, c'est un des esprits de la Black Lodge et donc cette entité un peu mystérieuse qu'on a vue plusieurs fois dans Twin Peaks. D'accord. Donc voilà, il y a aussi quelque chose d'un peu louche dans le fait que ce soit elle qui ouvre la porte de la maison. Et donc elle dit je comprends pas de quoi vous me parlez. Elle referme la porte. Cooper dit What year is this? En quelle année on est? Et là, il y a les lumières de la maison qui se mettent à clignoter. Carrie Page qui entend une voix crier Laura. Et qui se met à hurler, vraiment avec un cri viscéral. Voilà, viscéral, bouleversant. Et donc, ça se termine comme ça, de manière un petit peu abrupte. Et les lumières de la maison s'éteignent. Ouais. Eh ben... C'est ça le dernier épisode. Mais Bon. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de cette fin? J'aime bien. C'est pas la fin que je voulais, mais parfois on n'a pas toujours ce qu'on veut. Moi, ce que je me suis dit, c'est ça se finit en fait comme une série, quoi. C'est-à-dire comme une série qui va avoir une autre saison. Ça se finit sur un cliffhanger, en fait. La réaction que t'aurais pu dire exactement la même chose du final de la saison 2, mais je pense que tu l'as pas vécu comme ça parce que tu savais qu'il y avait Twin Peaks The Return quand t'as vu le final de la saison 2, et donc tu te disais juste c'est génial de terminer sur un cliffhanger parce que tu savais qu'il y aurait une suite derrière, quoi. Parce qu'en fait, pour moi, le parallèle est évident entre les deux, ça se termine de la même manière, c'est-à-dire que ça se termine d'une manière très sombre, sans résolution, et avec un cliffhanger. Pour moi, il y a plus d'espoir dans la scène à la fin de The Return que dans la scène à la fin de la saison 2, où d'un coup, t'as ton personnage préféré qui est souillé et tu comprends qu'il est sorti horrible. Tandis que là, en fait, pour moi, je me dis, elle s'en souvient. Et d'un coup, en fait, ça la réveille, même si c'est un cri horrible, il y a Laura qui se réveille, quoi. Et donc, moi, je me dis que ça veut dire
qu'il y a un espoir pour qu'elle revienne dans la bonne dimension, la bonne réalité. C'est sombre, mais je l'ai pas lu de façon pessimiste, au contraire. Enfin, pour moi, je l'ai lu avec pas mal d'optimisme parce que je me suis dit, ça y est, il y a l'élément déclencheur, même si l'élément déclencheur est horrible. Je l'ai pas du tout perçu comme ça. Tu as perçu comment ? Effectivement, le cri, en fait, bon, on comprend qu'elle comprend qui elle est, qu'elle comprend qu'elle est Laura. Pour moi, d'ailleurs, c'est une assez bonne allégorie de la mémoire traumatique. Oui, ça, j'y ai pensé aussi, l'amnésie traumatique. Ouais, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est très sombre parce que on se dit, elle avait pas l'air d'avoir une vie hyper fun, Carrie Page, mais là, en fait, elle se prend un déferlement de souvenirs immédiats où elle comprend toute l'horreur de ce que Laura Palmer a vécu. Donc c'est quand même assez violent. C'est marrant parce que moi, je le vois un peu comme toutes les prises de tête qu'on a là sur les dimensions, etc. Pour moi, il y a une réflexion sur le fait qu'on ne peut pas vraiment en fait réarranger les choses. Enfin, c'est cool, ça marche peut-être dans Retour vers le futur. Une fois qu'il a modifié un petit peu ce qu'il a fait en essayant de sauver Laura, il peut pas revenir en arrière et on peut pas vraiment tout réarranger dans le bon ordre. Il peut essayer de ramener Laura chez elle, il peut essayer de la sauver, mais ça fonctionnera pas. T'as sûrement la bonne interprétation et je vois et je trouve que c'est très intelligent. Mais comme j'ai ce truc de il a loupé le portail, je me dis il suffit qu'il retourne au portail là. Tu vois. C'est clair. Et donc pour moi, je vais envoyer des tartes à la cerise avec des lettres avec écrit dessus retourner au portail. Et donc pour moi, c'est vraiment je suis là mais bon, c'est bon, elle s'est réveillée, je suis d'accord, j'ai tout de suite pensé à la mémoire traumatique aussi, à l'amnésie traumatique. Il y a quelque chose de bouleversant là-dedans parce qu'elle se prend un déferlement de souvenirs qui sont horribles. Mais pour moi, c'est plus, en fait, est-ce qu'il avait besoin de réveiller ça, en fait ? Elle n'avait pas, pas une vie sympa. Mais là, c'est vrai qu'il a réveillé quelque chose qui méritait peut-être pas d'être réveillé juste pour aider Sarah Palmer. Mais sur le fait de retourner dans la bonne dimension, je me dis, il y a peut-être une possibilité là, tu vois. Peut-être qu'il va se dire, mais oui, le portail sur l'autoroute. En plus, pour moi, ça rentre aussi dans l'interprétation dont je parle depuis le début, qui est une réflexion sur le fait même de faire revenir une série qui avait été terminée et de dire justement, est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce que ça va pas créer plus de dégâts que nécessaire ? Et c'est un peu ce qu'on se dit à chaque fois qu'on voit des reboots de Buffy ou je sais pas quoi, on se dit, laissez les choses telles qu'elles sont. Et en fait, il avait réussi à résoudre l'affaire. Certes, Laura Palmer était toujours morte, mais peut-être qu'il aurait dû laisser les choses telles qu'elles étaient. Il y a aussi une réflexion sur, voilà ce qui se passe quand on essaye de ressusciter Twin Peaks, en fait. On n'aura pas exactement le happy ending qu'on voulait et on n'aura pas exactement les personnages qui restent comme ils le sont. En fait, ils ont été altérés à jamais et de manière peut-être un peu sombre, comme Diane et Cooper, comme on en parlait. Et on peut pas revenir en arrière. Et quand on essaye, ça crée ce bordel monstrueux où on a Coop qui ne sait plus où il est et Laura Palmer / Carrie Page traumatisée dans une rue face à une maison qu'elle connaît pas et en train de réaliser qui elle est. J'ai l'impression d'être tellement basique. Moi, je suis sur le portail. Mais non, mais c'est génial. Enfin, franchement, c'est tout ce que j'espérais. Mais j'en espérais pas autant, en fait, quand on a commencé cette saison. Mais je trouve ça génial que, justement, on puisse voir la même chose et avoir des interprétations aussi différentes, tu vois. C'est ouf. Ouais, la mienne, elle est hyper basique. Mais non, la meuf, elle est là. Il faut qu'il retourne au portail. Il a pas compris sur l'autoroute. Et toi, t'es là. L'aspect méta de... Mais non, c'est génial. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on a vu cette scène-là, tout de suite, tu m'as dit, bon, il va y avoir une saison 4, c'est évident. Et en fait, il y a plein de gens qui pensent comme toi, qui demandent à Lynch et Frost s'il y aura une suite, et ils refusent de répondre, évidemment. Est-ce que tu penses qu'il y en aura une et qu'il devrait y en avoir une ? Pour moi, c'est juste que quand je vois une fin comme ça appelle, de façon traditionnelle dans l'univers des séries, ça appelle une réponse. Mais en même temps, je trouverais ça beau, mais c'est ce que j'avais dit à la fin de la saison 2 aussi. Ouais. Je trouverais ça parfait que ça se finisse là-dessus aussi, parce que pour préserver l'ambiguïté et pour pas donner de réponse. C'est punk, quoi. Bah oui, c'est ça. Donc, je pense pas qu'il y en aura. Justement, t'as pas envie de toucher quelque chose qui fonctionne aussi bien. Mais c'est vrai que t'as cet instinct naturel, en tant que fan de série, de te dire, attends, maintenant, il faut m'expliquer pourquoi l'ours polaire, il était sur l'île, quoi. Enfin, tu vois. Exactement. Mais c'est vrai que souvent, on va avoir cette frustration. Pour moi, c'est ça qui est beau avec Twin Peaks, c'est qu'ils ont montré qu'on peut terminer sur un cliffhanger du moment qu'on a eu une résolution narrative, existentielle, métaphysique, tout ce que tu veux. Et je pense qu'il a réussi à accomplir ça. Ils ont réussi à accomplir ça. On a une résolution qui est pas tout à fait résolue, mais qui est une résolution quand même. C'est-à-dire que je ressens pas de frustration en me disant, mais non, ils peuvent pas arrêter
arrêter comme ça. Il faut que je sache. 6 mois, oui, un peu. Toi, oui. Ouais, bah, c'était ma question d'après, justement. Qu'est-ce qui te reste encore comme frustration? Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'avoir une saison 4? Moi, j'aime des réponses aux questions. Je suis très terre-à-terre, comme on l'a compris. Et du coup, j'ai envie de savoir où est Audrey. Est-ce que Cooper va enfin pouvoir avoir un peu de paix dans sa vie, quoi, et pouvoir, je sais pas, vivre dans une cabane dans la forêt, sans Black Lodge et sans rideau rouge qui apparaît et sans Bob, et juste aller à la pêche avec ses potes et serrer Diane. Enfin, je veux savoir ça, moi. Mais après, en même temps, contre tout mon instinct et mes impulsions, je dois avouer que oui, c'est une très bonne fin. C'est-à-dire que c'est une fin qui, dans l'univers de Twin Peaks et dans ce que ça veut dire, fonctionne très bien. Oui, c'était ma question suivante. Est-ce que tu penses que c'est un bon final de série? Oui, ça serait une autre série, je pense que je serais frustrée, mais en même temps, je pense que la frustration fait partie de l'expérience de Twin Peaks et fait partie un peu du propos aussi. Ouais. Et donc, je pense que c'est une très bonne fin. Je me demandais comment l'épisode a été reçu à l'époque de sa sortie. Tu t'en doutes très bien. Oui, j'ai lu les cahiers du cinéma. Non, je les ai pas lus, mais... Non, mais oui, clairement, ça a été un énorme succès, même s'il y a plein de gens qui se grattaient un peu la tête en se disant « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y avait un antécédent qui était la saison 2 de Twin Peaks, donc on savait qu'on n'aurait pas une résolution hyper nette, hyper claire. Moi, j'espérais toujours quand même. Surtout que tu l'avais quand même un petit peu compris toi-même, puisque tu avais dit il a été très gentil avec nous avec l'épisode 16. Et c'est un peu ça qui s'est passé, c'est-à-dire que pour moi, il y a plusieurs finales de cette série. Et on peut interpréter l'épisode 16 aussi comme la fin et on peut arrêter de regarder, tu vois, quand tu feras ton rewatch, tu t'arrêteras là. Totalement. Je te connais bien. Les 2 épisodes, 17 et 18, ont été diffusés en même temps pour le final. Le 3 septembre 2017. Et oui, ils ont eu un grand succès. Richard Brody, dans le New Yorker, a dit que ça faisait référence au héros américain solitaire qui part dans une quête infinie pour sauver une femme abusée et que ça lui rappelait une version moderne de La prisonnière du désert, The Searchers, de John Ford. C'est vrai qu'en même temps, il y a le côté, comme tu dis, l'aspect vain de sa quête. Il y a aussi le côté, il essaie de la sauver et en fait, il peut pas... Exactement. C'est un homme qui essaie d'être dans un rôle de sauveur, mais qui n'y arrive pas, quoi. Et qui, au contraire, ne fait que la confronter encore plus à son trauma. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi, j'avais jamais pensé à ce parallèle avec La prisonnière du désert, mais il y a ce côté où on se demande à quoi ça a servi, quoi. The Atlantic a cité Kyle MacLachlan qui disait « Le bon art pose des questions ». Et effectivement, The Atlantic écrit « Twin Peaks The Return était du bon art, en divergeant de la série de 1990 de plein de manières, mais en donnant aux téléspectateurs exactement la même chose, une expérience de télévision complètement unique et différente de tout ce qui avait été fait auparavant. Et je pense qu'on peut dire que aucune autre série ne ressemble à Twin Peaks The Return. Et d'ailleurs, ils disent un truc intéressant, ils disent on aurait dit que Lynch essayait d'illustrer la futilité ultime d'essayer de résoudre toutes les intrigues à la fin et de réparer tous les torts. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça. Matt Zoller-Seitz, à Vulture, notre chouchou, a écrit « Quel culot de la part de Lynch et Frost de faire une continuation de 18 épisodes de Twin Peaks qui semble basée sur l'idée que tout ce qui a été fait ne peut pas être défait ou refait et qu'on devrait juste abandonner cette idée. » Il a qualifié d'ailleurs à l'occasion du final Twin Peaks The Return de la série la plus originale et la plus perturbante depuis Les Sopranos et peut-être même depuis Twin Peaks l'original. Je suis tellement basique dans mes interprétations avec mon portail là sur l'autoroute. C'est n'importe quoi. Tu me fais trop rire. Matt Zoller-Seitz a aussi écrit « Plus j'y pense, plus je suis convaincue que, comme la scène de la fin des Sopranos, qui était elle-même inspirée de Twin Peaks, c'était la parfaite fin / non-fin pour tout ce qui avait été fait dans Twin Peaks The Return. C'était en accord avec Twin Peaks The Return, mais aussi avec la deuxième moitié de la carrière de Lynch, qui est devenu un fouteur de merde chamanistique et une anti-célébrité superstar. Et c'est vrai que c'est complètement ça. Enfin, c'est toutes les contradictions de Lynch. Et c'est aussi, on l'a pas dit, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la carrière de Lynch hors Twin Peaks dans ce podcast, mais il est devenu de plus en plus expérimental au fil de sa carrière. Il l'avait été avec Eraserhead, son premier long métrage. Et après, il n'a fait que aller toujours plus loin dans l'extrême. Et Inland Empire, son dernier long métrage, est extrêmement bizarre. J'ai très hâte que tu le vois. Donc c'est vrai que quand on voit l'évolution entre Twin Peaks et Twin Peaks The Return, c'est aussi ça, quoi. Et Matt Zoller-Seitz dit « Chaque plan a été l'équivalent télé du cliché de l'industrie de la tech qu'on appelle la disruption ». Et c'est complètement ça.
Dans les théories aussi de ce qui s'est passé à la fin de cette série, il y a pas mal de gens qui pensent que Judy, en fait, a enlevé Laura quand il essaye de la sauver dans la forêt et que du coup, Judy a créé cette autre dimension avec l'identité de Carrie Page. C'est vrai que l'autre dimension a l'air bien pourrie quand même. Et un peu bizarre, c'est-à-dire que même dans le diner qui s'appelle Judy, la configuration est hyper chelou. Ouais. Il y a un espace vide énorme et au fond, il y a plein de chaises empilées sur des tables et c'est là que mangent 2 personnes. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette dimension et c'est vrai que chez Carrie Page aussi, c'est l'horreur. Donc, pour moi, ça correspond un peu à ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est une dimension qui a l'air assez maléfique et qui fait que du coup, quand on y est, on se souvient plus d'où on vient. Il y a une théorie selon laquelle Sarah Palmer serait possédée par Judy. C'est vrai qu'on a vu pas mal de trucs surnaturels avec Sarah Palmer et à un moment, quand Philip Jeffries Teyer montre les symboles, il montre le 8 aussi. Et l'adresse à la fin, c'est 708, l'adresse de Sarah Palmer. Mais le 8, c'est aussi l'infinité. Exactement. Et ça ne se finit jamais et c'est un éternel recommencement. C'est ça. Et ça renvoie aussi à l'épisode 8, qui est l'épisode évidemment bouleversant de Twin Peaks The Return, bouleversifiant même. Il y a quelqu'un aussi sur 4chan qui a dit « La dernière scène est un rêve » et « The Dreamer, c'est Laura en 1989 ». C'est peut-être le rêve qu'elle avait eu à l'époque. Ce que dit ce mec, c'est que quand on entend Laura à la toute fin de Twin Peaks The Return, ça rappelle le moment où Sarah Palmer essaye de réveiller Laura dans le pilote, mais que Laura n'est pas là. Et donc, Sarah est en train de réveiller Laura. Laura reconnaît la voix de sa mère et réalise qu'elle est en train de rêver, et c'est pour ça qu'elle se met à crier, parce qu'elle est perturbée dans son cauchemar, comme dans Vice Versa. Et elle se réveille le matin de 1989, où elle aurait dû être retrouvée morte, mais comme Cooper l'a sauvée, en fait, dans cette dimension-là, elle se réveille. J'aime bien ça. Ouais, c'est pas mal. Et sinon, il y a quelqu'un aussi qui a dit que tout ça était le rêve d'un agent du FBI qui s'appelle Richard. D'accord. Qui est ton MVP pour ces 2 derniers épisodes ? C'est Candy qui arrive avec des rafraîchissements et des sandwichs au milieu de la scène de crime dans le bureau du shérif. C'est absolument génial. Et qui dit It's a good thing we made so many sandwiches. heureusement qu'on avait prévu beaucoup de sandwichs. Ouais, voilà. Et toi, c'est qui la MVP ? La vraie MVP, c'est toi, Marie. Oh Parce que tu as quand même été impressionnante pendant toute cette saison. Tu as été patiente. Tu as été très perspicace, tu as deviné plein de choses, donc bravo à toi. Et sinon, mon MVP dans la série, je pense que c'est le shérif Truman dans ces épisodes, parce que c'est pas facile de passer après Harry Truman, et en fait, il remplit très bien le rôle du mec qui est juste se laisse porter, et qui voit que en fait, il y a 2 Cooper, et qu'il y en a un qui est maléfique, et qui dit « Ah ouais, ok, ouais. J'aime beaucoup ». Shérif Truman, tu sais que lui, il va aller pêcher, et il va continuer sa meilleure Voilà, vie, et ça, je suis contente pour lui. Quelle est ta meilleure réplique ? Alors bon, il y en a qu'une seule possible dans ces épisodes. Je sais laquelle tu vas dire. Elle est géniale. C'est Albert qui dit à Gordon You've gone soft in your old age. tu t'es ramolli dans tes vieux jours parce que Gordon n'a pas eu la force de tirer sur la fausse Diane. Et Gordon lui répond Not where it counts, buddy. je me suis pas ramolli là où ça compte. Là où ça compte, Ouais. mon gars. C'est génial. C'est Ça, exceptionnel. C'est exceptionnel, surtout que c'est David Lynch qui joue ça, donc tu sens le truc. En plus, c'est pas trop la nature de Gordon de faire ce genre de remarques et tu sens vraiment que ça sort du cœur, c'est génial. Bah, on l'a quand même vu avec une jeune Française. Ah bah oui, non, totalement. Dans la chambre d'hôtel. Donc oui, on sent qu'il a encore ce qu'il faut. Ouais. Et toi ? C'était aussi celle-là et les sandwichs que j'aime beaucoup de Candy. Et j'aime aussi beaucoup juste après, dans l'échange entre Gordon Cole et Albert, quand il dit « Dougie is Cooper ?» Dougie et Cooper ? Mais sacrebleu. Et on sent qu'il est hyper choqué, alors que bon. Il y a aussi une réplique que j'ai bien aimée dans cet échange aussi. Gordon présente ses excuses à Albert parce qu'il lui avait caché une partie de ce qui s'était passé depuis 25 ans. Et Albert lui dit « Je comprends » et lui répond « I know you understand, Albert, yet I'm still sorry. » Je sais que tu comprends, mais je te présente quand même mes excuses. C'est des très jolies excuses, en fait. Ouais, voilà. Tellement charmant. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que What Year Is This est vraiment... c'est devenu une réplique très, très, très connue parce que maintenant, je l'ai pas dit, mais le final de Twin Peaks The Return est souvent cité comme un des meilleurs épisodes de télé de tous les temps et un des meilleurs finales de tous les temps. Et c'est vrai que comme dernière réplique, ça envoie quand même. Ouais, c'est Where's Annie? Et puis voilà, c'est ça. This? Ils sont quand même très forts, hein. Toujours des questions, hein. Moi, je pense que c'est What Dimension Is This? Je pense que tu vas changer le monde de n'importe quoi. de l'analyse Twin Peaks-esque.
Merci de nous avoir écoutés, merci Marie. Merci Anaïs. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Si, comme Marie, vous venez de découvrir la fin de Twin Peaks The Return, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux, on aime beaucoup lire vos réactions. Si vous avez aimé cet épisode d'Amis, on aimerait beaucoup que vous nous laissiez 5 étoiles et un petit commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve très vite, et en attendant, je vais aller mettre mes flingues dans la friteuse. C'est dangereux, attention. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Est-ce que tu as des notes ? Quand Gordon dit Not where it counts, buddy, il y a Tammy qui lui jette un petit regard un peu genre ça m'a fait beaucoup rire. Ah oui, quand même, Bad Coupe a un chouchou en diamant, quoi, pour ses cheveux. Un élastique avec des diamants dessus, c'est assez incroyable. Il adore le body horror, enfin le mec avec sa joue là qui tombe en ruine. Ah, c'est horrible. Oh là là, c'est horrible. J'ai revu cette scène tout à l'heure en mangeant et tout de suite j'ai réalisé mon erreur. J'étais putain, j'avais oublié que ce mec se grattait son pansement. Oh J'aime bien la citation aussi de Mitchum qui dit One for the grandkids. Après avoir vu Bob se faire éliminer par un gant en caoutchouc, il dit je le raconterai aux petits-enfants. C'est clair. Quand Laura disparaît dans la forêt, quand il la tient par la main et qu'elle disparaît, il y a un bruit de criquet. Ouais. Qui a le même bruit un peu que l'espèce d'insecte qui était rentré dans la bouche de la mère, non ? C'est pas ça ? Non, par contre, c'est le bruit qu'on entend au début de Twin Peaks The Return quand Cooper est avec le fireman et qui lui dit « Listen to the sounds ». Ah oui, c'est d'accord. ce bruit-là. Okay. Ouais. Et d'ailleurs, il dit « Remember Richard and Linda » et il dit aussi « Two birds, one stone ». Two Birds, One Stone, et il dit « Remember 430 » et c'est les 430 miles que Diane et Coop parcourent pour traverser. Waouh. Oh, on n'a pas parlé quand même, il y a un nouveau Dougie qui arrive et bon, ça c'est le seul moment. C'est trop bien. C'est le seul moment positif de ces 2 épisodes. Ça dure 1 seconde, il ouvre la porte, il les prend dans ses bras, il dit « Home » et j'ai éclaté en sanglots tout à l'heure en le voyant. Ça dure 1 seconde, mais c'est trop beau. Il y a une petite note aussi sur la cheminée de Carrie. Il y a un cheval blanc. Ouais. Et bon, le cheval blanc, on l'a vu plusieurs fois, donc pour moi, c'est pas innocent. Et elle a un collier fer à cheval aussi. La maison à la fin, j'ai mis, c'est une métaphore sur les fans qui attendaient une chose, ou plusieurs, mais qui les ont pas eues. C'est-à-dire, on s'attend à découvrir quelque chose, et en fait, on découvre la maison, et c'est pas ça qu'on a, en fait. Voilà. Avant d'oublier, il y a aussi, en ce qui concerne Carrie, Aurélie, notre productrice, vient de me faire réaliser que Carrie Page, ça peut aussi vouloir dire celle qui porte les pages. Ah donc, oui. Du journal de Laura Palmer. Voilà, c'est peut-être pas innocent qu'elle s'appelle Carrie Page. Ah. Il faut aussi préciser que l'épisode 17 se conclut avec une chanson de Julie Cruz, dont on a parlé récemment, qui est récemment décédée et qui reprend la chanson qu'elle chantait dans Firewalk With Me. Et l'épisode est dédié à Jack Nance, qui jouait Pete et qui était le meilleur ami de David Lynch. Ah oui, c'est vrai. Et qu'on voit donc dans la réalité alternative où Laura est vivante. Et aussi, dans le bouddhisme japonais, Naido signifie le chemin intérieur. Je sais pas si Diane est d'accord avec ça. Mais... Ah, et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué aussi, mais Diane qui avait une perruque blanche et un ongle d'une couleur différente sur sa manucure, maintenant a une perruque rouge et les ongles noirs et blancs. C'est intéressant. Oui.